En 1799, un médecin écossais, James Gee, a consigné un cas qui reste encore aujourd'hui des plus glaçants. Un homme a été transpercé à travers l'abdomen, mais d'une manière ou d'une autre, il a survécu pendant encore 3 jours. Il est resté conscient presque tout du long, et il a dit qu'il n'existe aucune langue au monde capable de décrire la douleur qu'il ressentait. Depuis, la science a découvert que la douleur ne concerne pas seulement l'intensité. La souffrance la plus atroce n'est pas forcément causée par la douleur la plus intense, mais par celle qui dure longtemps, dont on ne peut pas s'échapper, et qui épuise complètement une personne psychologiquement. La plupart d'entre nous avons une idée de base sur ce que pourrait être la mort la plus douloureuse. Le feu, qui brûle en quelques instants, n'est pas forcément comparable à la souffrance d'un processus biologique qui détruit lentement et qui, par exemple, dure plusieurs jours. Des dizaines de témoignages de survivants, de documents médicaux et de recherches sur la douleur nous racontent cependant quels sont les types de morts les plus terribles. Des horreurs qui redéfinissent complètement ce que tu pensais être les limites de la souffrance humaine. Quand tu te cognes l'orteil ou que tu te coupes le doigt, ta première réaction, c'est de te dire « mince, ça fait super mal ». Et c'est bien normal. On ressent la douleur comme une expérience totalement personnelle, quelque chose que les autres ne peuvent pas vraiment comprendre. Mais la science, entre-temps, a cartographié précisément comment fonctionnent ces sensations, et ce qu'ils ont découvert est bien plus complexe qu'on ne le pensait. Votre corps est rempli de minuscules capteurs appelés nocicepteurs. Ils sont conçus pour détecter les problèmes, la pression, la chaleur, les substances chimiques, tout ce qui pourrait causer des dommages. Dans ce cas, ils envoient un signal électrique qui remonte le long de ta moelle épinière, atteint ton cerveau, et tu ne ressens la douleur que si ton cerveau décide qu'il faut vraiment que tu y prêtes attention. Cette partie est très importante. Toutes les blessures ne s'accompagnent pas de douleur, et toute douleur ne signifie pas forcément qu'il y a une blessure réelle. Le cerveau analyse en permanence s'il vaut la peine de te signaler la douleur à ta conscience, ou s'il vaut mieux l'ignorer parce que ce n'est pas le meilleur moment pour s'arrêter et se plaindre. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins ont remarqué quelque chose d'étrange. Certains soldats arrivant avec des blessures spécifiques ressentaient beaucoup moins de douleur que des civils ayant subi exactement les mêmes blessures. Leur cerveau avait tout simplement décidé que ce n'était pas le moment de s'en préoccuper, il était plus important de survivre. La douleur, donc, n'est pas automatique, elle peut aussi être une question de décision. Les scientifiques distinguent aujourd'hui 3 dimensions de la douleur. La première est l'intensité physique, c'est-à-dire à quel point la sensation est forte ou puissante. La deuxième est l'impact émotionnel, c'est-à-dire à quel point cela nous affecte psychologiquement, et la troisième est l'interprétation. Qu'en penses-tu? À quel point c'est dangereux? Combien de temps cela va-t-il durer? Et c'est la combinaison de ces 3 dimensions qui crée l'expérience que nous appelons douleur. La médecine a essayé de quantifier cela par différentes méthodes. Il y a par exemple le questionnaire sur la douleur de McGill, où il faut choisir parmi des mots comme pulsatif, piquant, brûlant, ou bien utiliser une échelle de 1 à 10 pour indiquer à quel point c'est mauvais pour toi en ce moment. Bien sûr, tout cela reste subjectif, car on ne peut mesurer que ce que quelqu'un rapporte. Mais c'est déjà d'une grande aide. Les signaux de la douleur empruntent 2 types de fibres nerveuses. Les fibres à delta sont rapides et plus épaisses, ce sont elles qui transmettent la douleur aiguë et soudaine, par exemple quand tu te brûles. Les fibres C sont plus lentes et transmettent plutôt une douleur sourde et lancinante, du genre qui continue à pulser pendant des heures après coup. C'est exactement ce qu'a raconté cet alpiniste qui a survécu à une chute de 30 mètres d'un rocher. Après l'accident, il a raconté que dans les toutes premières secondes, il n'a ressenti qu'une douleur fulgurante, comme un éclair, probablement à cause des fibres à delta, puis en quelques minutes, la douleur s'est transformée en une masse sourde et lancinante, transmise par les fibres C. Selon l'homme, la première sensation était tellement choquante qu'elle ne faisait même pas vraiment mal, c'était plutôt comme s'il était envahi par une sorte de bruit blanc. C'est ensuite que l'enfer a vraiment commencé, une longue et lente souffrance, jusqu'à l'arrivée des secours. Il est cependant important de noter que la douleur peut aussi être mesurée objectivement, par exemple à l'aide du pouls, du taux de cortisol ou de l'imagerie cérébrale. Il existe des zones du cerveau, comme le cortex cingulaire antérieur ou l'insula, qui s'activent lorsque nous ressentons de la douleur, et cette activité est désormais visible sur les images. Ceci est particulièrement important dans les cas où une personne ne peut pas communiquer, par exemple chez les nourrissons ou les patients dans le coma. De nombreux facteurs influencent le seuil de la douleur. Certaines personnes ont une sensibilité génétiquement plus faible, tandis que d'autres s'habituent à la douleur dès l'enfance, par exemple à cause d'accidents ou d'opérations. Et puis, il y a le psychisme. L'anxiété, la dépression ou des traumatismes antérieurs peuvent augmenter la sensibilité à la douleur. C'est ce qu'on appelle aussi l'hyperalgésie. C'est lorsque le cerveau interprète tout comme une douleur, même ce qui, pour d'autres, n'est qu'une simple gêne. La science ne considère donc plus la douleur uniquement comme une sensation, mais comme une série de processus biologiques que l'on peut mesurer, étudier et, dans une certaine mesure, comparer. Et voici une question,
Que se passe-t-il lorsque ce système est surchargé? Quand la douleur n'est plus seulement un signal, mais devient un véritable enfer? En 2007, un homme du Texas a eu un accident de voiture et alors qu'il était coincé dans l'épave, une flaque de carburant renversée a pris feu. Lorsque les pompiers ont réussi à libérer la victime, elle avait subi des brûlures au 3e degré sur 90% de son corps. Les médecins ont ensuite expliqué que les blessures de l'homme étaient si graves que son corps est presque immédiatement entré en état de choc. Bien qu'il ne soit pas techniquement mort sur le coup, son cerveau s'est arrêté en quelques minutes, il a perdu connaissance et ne s'est jamais réveillé. Le corps a survécu encore un certain temps, mais la conscience a pratiquement cessé de fonctionner immédiatement. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est l'un des anciens mécanismes de survie intégrés. Le corps humain n'a pas été conçu pour supporter une souffrance qui s'intensifie à l'infini. À un certain moment, le cerveau débranche simplement la prise, et ce n'est pas une métaphore. La conscience s'arrête réellement pour nous protéger de l'insupportable. Selon les médecins, le cerveau préfère éteindre la conscience plutôt que d'assister à la destruction du corps. C'est ce fusible biologique qui explique que de nombreuses victimes d'accidents mortels ne vivent en réalité pas consciemment les pires instants. Mais cette protection ne fonctionne pas toujours, et lorsque ce n'est pas le cas, on dépasse littéralement les limites de la douleur. En 2011, des chercheurs d'Oxford ont examiné des témoignages de personnes ayant survécu à la torture. Ces personnes ont enduré des souffrances physiques et psychiques d'une telle intensité que, dans des circonstances normales, elles auraient immédiatement perdu connaissance ou sombré dans un état de choc. Mais les tortionnaires utilisaient délibérément des méthodes conçues pour empêcher intentionnellement le corps de se défendre. Les victimes sont restées conscientes tout au long de leur supplice, subissant un niveau de douleur que la littérature médicale considérait auparavant comme pratiquement impossible. De tels cas ont aidé les chercheurs à comprendre où se situe le seuil maximal de la douleur et ce qui se passe lorsqu'on le dépasse. Il s'est avéré que, même si le système nerveux ne peut transmettre qu'une certaine quantité d'impulsions douloureuses, la souffrance possède d'autres dimensions également. Si la douleur s'étend dans le temps ou touche plusieurs parties du corps en même temps, la souffrance peut atteindre de nouveaux niveaux, même si l'intensité elle-même ne peut plus augmenter. Des survivants ayant enduré des douleurs brutales, comme des brûlures qui durent des heures ou des tortures de guerre, décrivent souvent la même expérience étrange, comme s'ils étaient sortis de leur propre corps à un moment donné pendant la souffrance. Un survivant, qui a été torturé pendant des mois en Irak, a dit, à un moment donné, je n'avais plus mal. Il n'y avait plus qu'un néant lumineux et bruyant, dans lequel je ne ressentais plus mon corps comme étant le mien. La science appelle ce phénomène la dissociation liée à la douleur. C'est une dernière ligne de défense, lorsque le choc physique ne parvient pas à éteindre la conscience, le cerveau essaie quand même de se déconnecter de l'expérience. Selon les examens d'imagerie cérébrale, dans ces états, l'activité de certaines zones du cerveau chute, tandis que d'autres, surtout celles qui contrôlent les états de conscience altérés et oniriques, s'emballent. Il crée une expérience qui n'a déjà plus grand-chose à voir avec le corps, et encore moins avec la douleur. La conscience se construit une voie d'évasion, mais cette fuite n'aboutit pas toujours. Et c'est là que commencent les vrais cauchemars. Les façons de mourir les plus douloureuses ne sont pas forcément les plus spectaculaires. La chute, l'explosion, le feu s'accompagnent souvent d'une perte de conscience quasi instantanée. Le cerveau ne laisse pas le temps à la souffrance de s'installer. Le vrai danger réside dans les situations où le corps ne peut pas se déconnecter, où la conscience ne peut pas s'échapper et où la douleur reste active à tous les niveaux, sans interruption. Dans ces situations, la mort est suffisamment lente pour que notre système d'endorphine s'épuise. Elle est assez contrôlée pour que la pression artérielle reste stable. Elle est assez variée pour activer plusieurs canaux de douleur en même temps et suffisamment cruelle pour que la conscience reste présente tout au long, ressentant non seulement la destruction du corps, mais aussi le piège psychologique de l'attente. La souffrance, donc, ce n'est pas seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui va arriver, et tu ne peux pas t'enfuir. Si je dis magie, mort, on pense probablement à la même chose, des flammes brûlantes, des cris glaçants, une longue agonie. Les exécutions médiévales, les images des films d'horreur, et même les simples drames historiques ou les récits fantastiques nous soufflent tous que c'est l'une des pires fins qui puissent exister. Sauf que le système nerveux a une opinion tout à fait différente. Quand quelqu'un est atteint par les flammes, les toutes premières secondes représentent effectivement une douleur inimaginable. La chaleur active tous nos récepteurs sensibles à la chaleur et aux blessures mécaniques. Tout ce qui peut l'être est perçu par le cerveau comme une alerte, sauf que ces capteurs eux-mêmes sont détruits. Les nerfs présents dans la peau brûlent littéralement, et avec cela, la sensation disparaît aussi. Mais c'est la respiration qui met fin encore plus rapidement à la souffrance. Celui qui meurt dans les flammes ne brûle pas seulement de l'extérieur. L'air chaud brûle les voies respiratoires, la fumée et le monoxyde de carbone coupent l'apport en oxygène. La perte de connaissance peut survenir en 30 à 60 secondes. La brûlure est donc brutale, mais rarement longue. C'est pareil pour d'autres modes de mort redoutés. Et si on se noyait? Les personnes qui ont failli se noyer se rappellent souvent que les premiers instants sont effectivement remplis de panique et de douleur,
Mais ensuite, lorsque le cerveau ne reçoit plus assez d'oxygène, quelque chose d'étrange se produit. Euphorie, hallucination. C'est comme si l'esprit se calmait pendant un moment, juste aux portes de la mort. La souffrance, dans ces cas-là, ne dure souvent que quelques secondes. En réalité, c'est surtout la panique qui est immense, jusqu'à ce que tu manques d'air. Et qu'en est-il de la mort par hypothermie? Au début, c'est désagréable. Les membres s'engourdissent, font mal, le corps essaie de préserver sa température centrale, mais à mesure que la température continue de baisser, la perception finit par s'estomper à nouveau. Les gens ont alors souvent l'impression d'avoir chaud. Ils se déshabillent, s'effondrent et sombrent dans un état proche du rêve. La faim n'est alors plus une souffrance, mais quelque chose de tout à fait différent. En revanche, les attaques d'animaux ne signifient pas toujours une longue agonie. L'exemple le plus frappant est celui de Timothy Treadwell, le défenseur de la nature connu sous le nom de Grizzly Man. Treadwell a passé des années à vivre avec des ours sauvages en Alaska, jusqu'à ce qu'en 2003, lors d'une rencontre fatale, un grizzly l'attaque, lui et sa petite amie. Bien que l'objectif de la caméra ait été couvert, l'enregistrement audio de l'attaque a été conservé. Selon les analyses, Treadwell s'est battu pour sa vie pendant plus de 6 minutes, tandis que ses cris étaient continuellement audibles. La plupart des gens pensaient qu'une telle attaque entraîne une mort instantanée, mais ce n'est pas toujours le cas. Les ours ne sont pas des prédateurs aussi efficaces que les grands félins, qui attaquent immédiatement à la gorge. La douleur ici n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Treadwell est resté conscient tout le long, tandis que l'ours l'attaquait encore, et ce n'est que dans les dernières minutes de l'enregistrement qu'on entend le silence, signe qu'il ne ressent plus rien. Aussi brutal que cela puisse paraître, la réalité est que, même si ces cas sont d'une extrême violence, ils ne durent que quelques minutes. Le choc subi par le corps, la perte rapide de sang, ainsi que les réactions de défense de l'organisme, tout cela contribue à raccourcir la durée de la souffrance. Et c'est là que survient la prise de conscience stupéfiante. Si le cas de Timothy Treadwell n'a duré que 6 minutes, alors qu'en est-il lorsque la douleur persiste pendant des heures, des jours, voire des années, sans aucune chance de s'échapper? Nous avons vu que les formes de mort les plus connues ne représentent pas le summum de la souffrance humaine. Mais alors, qu'est-ce qui le représente? Voici ce que tu attends depuis plusieurs minutes, je le sais. Les morts les plus douloureuses du monde. Pendant des siècles, l'humanité a expérimenté pour maximiser la douleur à travers des instruments de torture et des méthodes d'exécution. Mais il existe une force qui pratique ce métier depuis bien plus longtemps, la nature. En effet, la nature a développé pendant des millions d'années les armes les plus cruelles, non seulement pour tuer, mais aussi pour faire souffrir. En effet, de nombreux êtres vivants n'ont pas pour but de tuer leur ennemi, mais de faire en sorte qu'ils n'aient plus jamais envie d'attaquer à nouveau. Prenons par exemple la fourmibale d'Amérique du Sud. Son nom en anglais est bien plus évocateur, Bullae ante, car celui qui se fait piquer a l'impression de recevoir une balle. Le venin de cet insecte contient un composé appelé ponatoxine qui, littéralement, prend nos neurones en otage. Ces neurones envoient des signaux de douleur en continu pendant des heures, indépendamment de toute blessure physique réelle. D'après les témoignages des victimes, c'est comme si on enfonçait un clou brûlant dans la plante de ton pied, encore et encore, pendant 24 heures. Mais il y a pire encore, le syndrome d'Irukandji, provoqué par plusieurs espèces de petites méduses. La piqûre d'une minuscule méduse est à peine perceptible. Dans les premières minutes, tu crois que tout va bien, puis 20 à 30 minutes plus tard, la vague arrive. Des crampes musculaires si intenses que tu as l'impression que tous tes membres sont tendus en même temps. Oppression thoracique, vomissement, maux de tête et une sensation étrange, inexplicable. Tu te sens tellement mal que tu es persuadé que tu vas mourir. Le venin de l'Irukandji provoque ainsi non seulement une douleur physique, mais aussi une souffrance existentielle, une panique si intense qu'elle devient une véritable torture en soi. De plus, le venin empêche ton corps de perdre connaissance, ce qui t'oblige à vivre chaque minute de cette épreuve en pleine conscience. D'accord, mais ces venins ne sont pas mortels, donc on ne peut pas vraiment parler de la pire des morts. La méduse boîte, au large des côtes australiennes, joue cependant dans une toute autre catégorie. Le venin contenu dans ses tentacules ne provoque pas seulement une douleur brûlante, il attaque simultanément le système nerveux et la peau. Après la piqûre, une réaction inflammatoire en chaîne démarre dans la peau, ce qui amplifie la douleur, tandis que le venin s'enfonce de plus en plus profondément dans les tissus et active de nouveaux nerfs. Les venins de serpents lancent également une attaque combinée contre ta perception de la douleur. Certains composants rongent les tissus, d'autres paralysent le système nerveux. Il existe des serpents, comme la vipère du Gabon, dont le venin provoque à la fois des hémorragies internes, la destruction cellulaire et des douleurs nerveuses. Tout cela en maintenant la pression artérielle de la victime, c'est-à-dire que tu ne peux pas tomber en état de choc. Tu restes conscient, avec la douleur, jusqu'à ce que, des heures plus tard, tu meurs de la morsure. Mais l'arme la plus terrifiante de la nature en matière de douleur se cache dans les profondeurs de la mer. Le cône, qui à première vue ressemble à une petite créature colorée et mignonne, est en réalité un véritable laboratoire chimique ambulant.
son venin contient des centaines de toxines différentes, dont certaines bloquent les endorphines, c'est-à-dire les analgésiques naturels du corps. D'après les témoignages des victimes, elles auraient préféré mourir sur le champ plutôt que de rester pleinement conscientes et de ressentir le venin. Ici, de façon ironique, les espèces dont la piqûre est la plus douloureuse ne sont pas mortelles, tandis que celles qui tuent provoquent une paralysie en quelques minutes. La nature est impitoyable, mais aussi infernale que soient ses armes animales, il existe quelque chose d'encore pire. Quand la douleur ne dure pas des heures ou des jours, mais des années, et que ce n'est pas la nature, mais ton propre corps qui se retourne contre toi. Il existe des affections médicales qui accompagnent une personne pendant des mois, des années, voire toute une vie, sans interruption, la maintenant dans la souffrance. La médecine a documenté de nombreux états de ce genre. L'un des exemples les plus terrifiants est la névralgie du trijumeau, que beaucoup appellent tout simplement la maladie du suicide. Elle attaque le nerf trijumeau qui parcourt le visage, provoquant une sensation semblable à un éclair qui frotte ton visage. Encore et encore. Chez certains patients, une simple bouffée d'air sur leur peau peut déclencher une crise, tandis que chez d'autres, c'est le fait de mâcher, de parler ou l'air froid qui provoque la douleur. La douleur ne dure que quelques secondes, mais pendant ce temps, tu as l'impression que ta tête brûle de l'intérieur, et cela peut arriver des centaines de fois par jour. Le nouveau nom de la maladie te laisse deviner à quel point cet état est terrible, au point que beaucoup préfèrent la mort, mais même par rapport à cela, la souffrance peut encore être aggravée. La céphalée en grappe est l'un des phénomènes les plus douloureux connus de la médecine. La douleur se concentre derrière un œil, et c'est comme si quelqu'un essayait de t'arracher l'œil avec une barre de fer chauffée à blanc. Selon une enquête de 2020, les patients ont jugé cette douleur encore pire que celle de l'accouchement ou des calculs rénaux. De plus, les crises ne disparaissent pas rapidement, elles peuvent durer des semaines, voire des mois, et survenir plusieurs fois par jour. Les victimes sont souvent incapables de rester allongées ou de rester tranquilles. Certains préfèrent même se cogner la tête contre le mur, juste pour rendre la douleur un peu plus supportable. Le syndrome douloureux régional complexe est encore pire, et la littérature spécialisée le décrit ainsi. Un feu nerveux continu et inarrêtable. Souvent, c'est une blessure banale qui le déclenche, une entorse, une fracture ou une intervention chirurgicale. Sauf qu'ici, la douleur ne disparaît pas. Le système nerveux, pour une raison quelconque, reste bloqué dans la réaction d'alerte et commence à s'autostimuler. Le membre se comporte comme s'il était plongé dans de l'huile bouillante et il n'y a aucune issue. Ce type de douleur peut durer des années, voire des décennies, et bien souvent, aucun médicament n'a d'effet sur elle. Mais en soi, ces douleurs ne sont pas mortelles. Cependant, il y a aussi le cancer des os en phase terminale, surtout lorsqu'il attaque la colonne vertébrale. La tumeur ne fait pas que comprimer physiquement les nerfs environnants, elle libère aussi des substances qui amplifient la sensation de douleur. Le résultat, c'est un type de douleur que les médecins appellent douleur totale, car la personne n'a pas un seul instant sans souffrance. Souvent, même les médicaments les plus puissants sont inefficaces dans ces cas-là. Ces maladies sont terribles non seulement à cause de la souffrance physique, mais aussi parce qu'elles semblent sans fin. Il n'y a pas de perte de connaissance, pas d'évanouissement, pas d'arrêt de la circulation, seulement une souffrance constante pendant des mois ou des années. Armés de ces informations, nous pouvons vraiment évaluer quelle pourrait être la mort la plus douloureuse, le cancer des os, ou peut-être la piqûre de la méduse boîte ou de la vipère du Gabon. Mais il vaut la peine d'examiner encore une autre catégorie. Car la nature est impitoyable, mais l'homme l'est aussi, et en plus, il est extrêmement créatif. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, c'est l'intensité, la durée et l'inévitabilité de la douleur qui, ensemble, provoquent le plus grand degré de souffrance. D'autres sens ont également rendu compte très tôt au cours de l'histoire de l'humanité, surtout lorsqu'il s'agissait de méthodes d'exécution cruelles. De nombreuses civilisations ne se contentaient pas seulement d'ôter la vie, mais cherchaient aussi à le faire de la manière la plus longue et la plus cruelle possible, tout en maintenant l'état de conscience de la victime. Prenons par exemple la méthode du scaphisme perse. La victime était coincée nue entre deux barques superposées, de façon à ce que ses bras, ses jambes et sa tête dépassent. Pendant plusieurs jours, on la nourrissait de lait et de miel, ce qui provoquait une diarrhée brutale, tout en enduisant également son corps de ce mélange. La barque était descendue dans un marécage ou une rivière, et la victime pourrissait lentement vivante, parfois pendant plus de 2 semaines. Des milliers d'insectes et de vers commençaient à la dévorer de l'intérieur comme de l'extérieur. Sous tous les aspects, il s'agissait de maximiser la souffrance consciente. La douleur était constante, l'agression continue du corps et la conscience éveillée qui accompagnaient tout cela. Le lynchi chinois, c'est-à-dire la mort par 1000 coupures, était également d'une brutalité extrême. Le bourreau découpait la chair de la victime en petits morceaux, veillant à ne pas toucher les organes vitaux, prolongeant ainsi la vie et, avec elle, la douleur. Les premières coupures ne touchaient que les tissus conjonctifs, puis venaient les muscles, les tendons et enfin les os. Tout cela de façon à ce que l'hémorragie ne soit pas fatale, du moins pendant les premières heures. Peut-être que la victime aurait préféré choisir le venin de méduse. Le taureau d'airain des Grecs utilisait une toute autre tactique.
On enfermait la victime à l'intérieur d'une statue de taureau creuse, faite de métal, puis on allumait un feu en dessous. La statue de métal chauffait progressivement, faisant rôtir lentement le corps à l'intérieur, ce qui permettait à la victime de rester consciente pendant des heures. L'empalement, utilisé entre autres par Vlad Tête, le véritable Dracula, repoussait lui aussi la souffrance humaine jusqu'aux limites de la douleur et de la conscience. Le pieu n'était pas taillé en pointe, mais émoussé, afin de ne pas provoquer la mort immédiate, et il était introduit prudemment dans le corps de la victime par l'anus jusqu'à la poitrine ou le cou. Le pieu était positionné de manière à ne pas toucher les organes vitaux. Ainsi, la victime pouvait rester en vie pendant plusieurs jours, tandis que son corps subissait progressivement de graves lésions internes. Mais si je devais désigner un vainqueur incontestable, ce serait l'écorchement vivant. Cette méthode était particulièrement utilisée par les anciens Assyriens sous la dynastie Ming dans la Chine médiévale, ainsi que par certains empires européens, généralement en cas de trahison ou de blasphème. La technique consiste à retirer la peau, le plus souvent à partir du visage, des mains ou du dos, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque peu. Tout cela se fait en évitant délibérément les organes vitaux et les plus gros vaisseaux sanguins, de sorte que la personne exécutée reste consciente pendant longtemps, tout en observant et en ressentant l'ensemble du processus. D'un point de vue physiologique, c'est l'une des douleurs les plus intenses qu'un être humain puisse endurer. La peau est l'un de nos organes les plus densément innervés, et une fois qu'elle est retirée, les terminaisons nerveuses à vif envoient continuellement des signaux au cerveau. Si, au cours de la procédure, on prend soin de contrôler l'hémorragie, la victime peut rester consciente pendant 30 à 60 minutes, tout en ressentant une douleur maximale. Selon des récits historiques, certaines victimes étaient encore capables de parler et de bouger, même lorsque la majeure partie de leur corps était déjà dépourvue de peau. L'écorchement vivant pousse donc les limites de la tolérance humaine à la douleur non seulement sur le plan anatomique, mais aussi mentalement, jusqu'à l'extrême. Il est d'ailleurs dans la même catégorie que l'empalement ou la mort par mi-coupure, mais Tropio a une expérience encore plus viscérale que celle-ci. Selon la médecine moderne, les exécutions les plus brutales ne sont donc pas celles où la mort est spectaculaire, mais celles où le cerveau assiste à la désintégration du corps jusqu'au bout.